Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du Trèfle. Vincent au micro pour vous accompagner pour cette review du premier tour des playoffs 2024 contre le Miami Heat. Pour ce faire, je ne suis pas tout seul et ce soir, on a l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le supporter numéro 1, le fan numéro 1 de notre nouveau pivot titulaire pour cette fin de playoff. C'est Robin. Salut Robin, comment tu vas ? Salut, écoute, je vais très bien. J'espère que toi aussi, et puis je suis très content de faire cette review avec toi pour parler de la perf de nos Celtics. Grave, puis en plus là on fait une review d'une victoire contre le 8, mine de rien, on va pas se mentir, ça. On savoure. Ouais, ça fait bien plaisir quand même qu'on a assez souffert comme ça depuis des années, ça fait un peu plaisir de les taper. Avant de se lancer dans cet épisode, je voulais parler d'un petit point promo pour le trèfle. Parce qu'on a monté notre chaîne YouTube, c'est Titouan et Azad qui ont fait ça, on va pas se mentir, où vous allez pouvoir retrouver tous les podcasts qu'on fait, qui sont directement mis sur YouTube. Mais surtout la petite nouveauté, c'est des vidéos d'analyse des matchs, de parties de matchs faites par Azad pour l'instant. Donc c'est vraiment super cool. Je vous conseille fortement d'aller y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment hyper intéressant d'aller vraiment dans le détail au plus profond de certaines actions qui va décortiquer et voir toutes les réactions des joueurs et tout, parce il fait des arrêts sur image pour vraiment faire voir un petit peu toutes les actions vraiment de manière microscopique. Donc c'est vraiment hyper intéressant et c'est une chance d'avoir quelqu'un qui fait ce contenu là dans la communauté des fans de Boston, parce que mine de rien tout le monde n'a pas ce genre de personnes pour faire ce genre de contenu, donc c'est vraiment hyper intéressant à mon avis. Je sais pas ce que t'en penses toi Robin, mais moi je suis complètement fan. Ouais. J'aime beaucoup l'initiative, j'aime bien la réalisation. En plus, il y met beaucoup de cœur, donc il demande pas mal de conseils et de retours là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis donnez-lui votre avis, parce que je pense que vous en avez pas fini avec ça, parce que je pense vraiment qu'il aime faire ça en plus. Donc tout le monde est content dans l'histoire. Donc merci à lui, et que ça continue comme ça, c'est top. Alors, et Azad ne l'a pas privatisé, c'est juste le seul qui a les compétences, le talent, la foi et de faire tout ça. Donc nous on pourra tenter de s'y mettre un jour aussi, faut pas qu'on hésite, mais bon pour l'instant c'est lui qui alimente tout ça et c'est vraiment super cool. Voilà pour le point promo. Donc on va partir au départ, je vais faire un petit résumé de la série, donc la série qu'on a gagné 4 victoires à 1. Tout d'abord, ça a commencé dans le premier match en une victoire 114-94 avec une grosse perf à 3 points de Boston qui a à 45% sur 49 tentatives. Il y avait 30 points d'écart à la fin du premier quart-temps, donc une victoire assez facile. Dans le deuxième match à Boston, défaite des Celtics 111-101 avec, chose à noter, une perf historique du Heat au shoot à 3 points. Ils ont shooté à 23 sur 43. Donc 53%, avec une défense de Boston un peu douteuse. Et sur ce match-là, un Porzingis en difficulté notamment. Sur les deux matchs à Miami, le troisième et le quatrième, on a eu une victoire 104-84 et 102-88. Deux matchs très maîtrisés à l'extérieur, avec 20 points d'avance environ à l'entame du quatrième quart-temps. Et on notera une énorme performance sur le quatrième match de Derrick White avec 38 points. Et la série s'est terminée au Game 5 au TD Garden, 118-84, un énorme blowout. Boston n'a rien à laisser aucune chance à ce Miami décimé. Il y avait plus grand monde sur le terrain là, à force. Ils étaient quand même 5, mais il y avait tellement de blessés de leur côté. Robin, toi, un petit bilan global de la série, t'en as pensé quoi de l'équipe, notamment de notre équipe ? Premièrement, je suis content parce que en fait j'avais très peur en fait de cette série, pas de la gagner, mais de comment on allait la gagner. Et je trouve souvent que c'est cette première
ce premier match contre la première équipe, là, le 1-8 notamment, ça conditionne quand même un peu la suite, soit en termes de repos, soit en termes de dynamique et tout. Et en fait, c'est aussi un message que t'envoies à la ligue. Et avec tous les blessés du 8, plus le passif qu'on avait avec eux, plus le fait que Spoelstra est quand même un spécialiste pour arriver à sublimer ses groupes, même amoindris, j'avais très peur en fait que même qu'on gagne de peu ou qu'on gagne par exemple le fameux 4-2 avec des matchs un petit peu accrochés ou faire avoir un manque de sérieux. Et du coup j'avais peur de l'image en fait qu'on allait pouvoir véhiculer après ce premier tour. Et finalement je suis plutôt content parce que t'avais tout à perdre même en gagnant. Et pour le coup je trouve que la manière est plutôt bonne dans l'ensemble. Ouais, complètement, complètement. Il y a ce côté un peu, ben là, tu vois, l'image, ça fait un peu rouleau compresseur. Alors oui, on va pouvoir mettre tous les bémols qu'on veut avec tous les absents côté hit, mais malgré tout, il restait des joueurs qu'on connaît, le coach qu'on connaît, qui nous a fait tant souffrir. Il y a eu cette image de rouleau compresseur, ben, notamment sur les 3-4 derniers matchs, en fait. Faut même, en fait, tout sauf le match 2 en fait, parce que on leur a littéralement roulé dessus presque du début à la fin, hormis ce match 2. Moi, j'avais noté quand même quelques petites indications sur comment ça s'est passé cette série par rapport à d'habitude. Notamment, on a été plutôt beaucoup sur la ligne des lancers francs par rapport à d'habitude, par rapport à la saison régulière. Eux, au contraire, très peu. Donc, on a réussi à bien défendre sans concéder trop de lancers francs. Donc, ça, c'était très bien. Ils ont pris très peu de rebonds offensifs, beaucoup moins que nous. Donc, ils ont très rarement gagné la bataille des possessions parce que les pertes de balles, elles étaient assez équilibrées d'un côté et de l'autre. Donc au final, on avait plus de talent offensif et défensif, plus de possession. Ben, ça a mené au final à une série très déséquilibrée et largement dominée par Boston. Donc ça fait plaisir après tous les malheurs qu'ils nous ont fait, notamment l'année dernière et puis même dans la bulle d'ailleurs, tout simplement. Donc oui, on va pouvoir revenir plus tard sur les forfaits côté hit, mais on a pu maîtriser quand même tout ça malgré le coach notamment en face qui nous a finalement cette fois-ci pas fait tant déjouer que ça. Exactement, ouais, c'est un bon truc quand même parce que j'avais très peur pour Mazzula dans le sens où en gros si tu perdais 2 matchs, t'allais prendre un shitstorm quoi qu'il arrive, même en passant. Et on savait qu'il avait pas la match-up face à Spo et du coup il avait vraiment tout à perdre. Si tu passes, bah c'est normal parce que t'as une armada et qu'en face ils sont à poil. Si tu prends 2 matchs, bah c'est trop la honte et tout et tout. Et finalement je te dis on s'en sort pas trop mal finalement dans le résultat et la manière combinée. Je trouve que on peut bomber le torse et passer à la suite. Complètement, complètement. Je vais te lancer sur les points positifs. Alors on est déjà très positif sur le bilan global, mais ouais, des choses très positives sur l'équipe à noter que tu as pu relever sur tous ces matchs. J'ai bien aimé le playmaking de JT. Parce que j'ai trouvé que bah pour le coup ça rentrait pas tant que ça. Il finit une série avec quand même une efficacité qui est pas à son habitude ou qui est pas en tout cas celle qu'on espère de JT en playoff. Et pour le coup, je trouve que malgré tout, dans l'utilisation du ballon et dans les pertes de balles, il a été plutôt très très bon et très très juste, pas mal dans le flow, etc. Et en fait, bah du coup, je l'ai trouvé assez agréable malgré qu'il rentre pas ses shoots. Donc je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais c'est bon à savoir en plus sur une équipe face à une équipe comme le Heat qui est souvent très très bonne pour faire déjouer, pour nous faire perdre des ballons, pour tendre des pièges, surtout à nos ball handlers, etc. Je suis très content que JT soit bien tiré à ce sujet. Complètement. Bah, c'est vrai que t'as raison. Il a pas rentré beaucoup ses tirs. Je citerai ses pourcentages dans les points un peu plus négatifs. Par contre, effectivement, on sent qu'il a été en contrôle, en maîtrise, qu'il n'y a pas beaucoup d'improvisation avec ce que fait Tatum sur cette série. Il est vraiment en contrôle. C'est vraiment assez excellent. Il a été défendu par un des meilleurs défenseurs de la planète, c'est Bam Adebayo, l'a pris beaucoup en individuel, il a beaucoup sorti de la raquette du coup, et ça a libéré des grands espaces pour les drives de Brown ou de White par exemple. Donc vraiment, effectivement, t'as raison, il a été vraiment assez en contrôle. Vraiment en contrôle et c'est vrai que c'est assez agréable à voir. Il a rien forcé et il avait rien à forcer
il l'a pas fait, donc c'est nickel. On aura certainement besoin d'autres moments dans les playoffs qui sortent de sa boîte, qui forcent peut-être un peu plus son scoring, j'en sais rien d'ailleurs, peut-être même pas. Mais c'est une version de Tatum qui est assez sympa à voir. C'est presque nouveau hein, d'ailleurs. Ouais. C'est pas un croqueur hein, de base, c'est pas un croqueur énorme, mais je vais pas trop scorer, c'est pas grave. Il y a du monde autour, je fais tourner la boutique. Souvent, on va me prendre à deux. Du coup, ça veut dire qu'il y a un décalage à un autre endroit du terrain, vraiment. Et puis, on l'a regardé ensemble tout à l'heure. Il a perdu très peu de ballons. Donc, comme tu Ouais. disais, par rapport à une défense assez proactive là-dessus, il a vraiment été très très sérieux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un très bon point. Ça fait plusieurs saisons déjà que les prises à deux, il les lit plutôt bien, je trouve. Oui. Mais là, encore une fois, face à des spécialistes du genre et à un coach qui vraiment met tout en place pour nous faire vivre un enfer sur nos ball handlers, je trouve que c'est une très très bonne chose. T'avais quoi toi en bon point? Eh bien, alors moi, le premier truc que j'ai noté, c'est le sérieux, l'implication et l'application de l'équipe. Ça Mm. vient un peu avec ce qu'on vient de dire sur Tatum, en fait, hein, et je trouve que c'est un peu le symbole euh, d'une équipe très mature. Et après, je trouve que c'est une vraie évolution par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait vécu des playoffs un peu bordéliques quand même. C'était un peu chaque Clairement. match, on savait pas trop à quoi on allait s'attendre. Tout à l'heure, on a parlé de cette série qui s'est finie en 5. L'année dernière contre Atlanta, c'est le chantier quoi. Enfin c'est pas très sérieux. Les plans de jeu, on a l'impression que c'était pas vraiment carré. Même voilà, même tu vois même dans la tête du coach, je sais pas si c'était si carré que. Là, j'ai trouvé que hormis ce fameux game 2 qui reste une défaite sur une anomalie presque statistique, même si tout n'a pas été parfait dans ce match, voire même pas très bon sur la défense du 3 points du hit. Tout le reste du temps, ça a été assez clinique, assez chirurgical, les attaques, des mismatchs, on m'a fait payer. Alors oui, il manquait du monde, donc ils avaient souvent des mauvais défenseurs sur le terrain, mais ça a été exploité de manière hyper efficace, carrée, à retrouver plusieurs fois les mêmes sets, les mêmes actions impliquant les mêmes défenseurs. Alors, c'est pas toujours la farandole de l'éclate esthétiquement, mais quand tu retrouves On y plusieurs fois les mêmes reviendra. schémas, voilà, tu retrouves plusieurs fois les mêmes schémas et que c'est efficace et que sur le dernier match, tu cibles, tu harcèles Tyler Hero et que tu le fais payer possession après possession, c'est très satisfaisant pour nous à voir quand même. Et cette équipe, elle m'a rassuré sur voilà, sérieux, implication et application du plan de jeu. Mais après, c'est vrai que quand on regarde les mecs sur le terrain, c'est à peu près logique. On a un joueur Holiday, grosse expérience. Brand Tatum, maintenant, c'est devenu des routiers des playoffs. Derrick White, pareil. Porzingis un peu moins, mais c'est pareil, entre son match sans et puis après la blessure qu'il a éloigné des parquets, bon, il a eu des hauts et des bas. Mais à Ford, c'est valeur sûre en permanence. Et puis mine de rien, même nos role players, joueurs septième, huitième homme, mais ils commencent à avoir quelques campagnes de playoff derrière eux. En fait, un Pritchard, ça doit faire 4 ans qu'il est dans la ligue. Bon, il en a joué 2-3 pleinement des campagnes de playoff et Hauser, Dans une campagne où on va en finale. voilà, exactement. Donc c'est quand même des mecs, mine de rien. En fait, t'as pas de débutants, t'as pas de rookies, t'as pas de mecs qui découvrent ce niveau. Tu regardes en face, un Jovic découvrait ce niveau avec des vraies minutes. Il y avait un Raïm Marquez que j'ai beaucoup aimé là sur la série, Ouais. rookie extraordinaire. On va se le taper encore pendant des années celui-là. Ouais, bien nous faire chier Voilà. lui, c'est sûr. Non mais moi il m'a régalé. Tu vois, Mais franchement, oui, oui, très bon joueur et très plaisant à voir jouer. j'ai aucun problème à kiffer les adversaires. Alors lui, il a tout ce qu'il Je faut. suis Il a le d'accord. niveau, il a la rudesse, il a tout pour nous plaire et nous déplaire en tant qu'adversaire. Mais voilà. Donc c'était vraiment ce point positif là, moi, ce qui est hyper carré. En espérant que ça continue, mais vraiment c'était assez. Puis vraiment être carré et laisser très peu de chance à cette équipe du 8 qui nous a déglingué l'année dernière, qui nous a retourné la tête à nous supporters. C'est vraiment kiffant. Je te laisse Moi continuer. j'aime bien aussi le fait qu'on ait pu tester notre profondeur tout de suite avec les mésaventures de blessures. Mhm. Donc ça je trouve que c'est un bon point aussi, comme ça t'as des certitudes rapidement. J'espère malgré tout que ça sera un bon point si les blessures sont pas trop graves pour le coup. Ce sera l'affaire à suivre parce que je trouve que en plus les mecs du banc qui sont sortis, encore une fois, c'était
pile le match-up pour les tester, je trouve, parce qu'ils ont été opposés à des mecs soit de banc de base, mais qui ont dû être titulaires, etc. Donc, et puis encore une fois, un coaching qui est capable de cibler ces faiblesses-là. Je pense notamment à Pritchard, je pense notamment à Hauser, et il y a quelques phases, alors forcément où ils vont payer certaines choses, mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils se sont pas fait outre-cibler, loin de là. Ils ont pu vivre offensivement. Donc c'est une très bonne chose aussi pour mettre ton banc en route et pas être complètement dépendant de ton 5 qui pour le coup on sait que c'est notre force, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouve que c'est très bien d'avoir pu mettre ton banc aussi dans le flow avec quelques petites responsabilités entre Horford, Pritchard et Hauser. Je suis plutôt content. Ouais, c'est un peu là où c'est presque entre guillemets facile de jouer contre le Heat sans Butler. On se rappelle de l'année où en fait Pritchard peut pas mettre un pied sur le terrain C'est parce ça. que dès qu'il est sur le terrain, t'as Butler qui vient lui mettre 2 points sur la tête ou même 2 points plus la faute en permanence. Là, c'est vrai que t'as une certaine tranquillité, t'as aucun mec du Heat qui peut aller cibler à outrance en permanence un joueur. Là, ils étaient vraiment tellement démunis que effectivement, t'as raison de mettre ce banc en confiance et en valeur, en plus du fait qu'ils aient progressé. Pritchard, il a progressé énormément Ouais, bien sûr. sur drive, là même dans la peinture et tout. C'est ça, il a vraiment progressé cette année. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir c'est presque un luxe, c'est presque un luxe de jouer une équipe aussi décimée et d'avoir un peu de marge et du coup de pouvoir mettre des mecs comme tu dis en rythme, en confiance dans leurs playoffs. Là, pour le coup, c'est un peu moins expérimenté que tous les autres. Et du coup, c'est cool parce que ça va rejoindre un peu mon point positif d'après, et on en parlait nous ensemble tous les deux en off juste avant, c'est que du coup c'est une série qui a été très peu énergivore pour nos titulaires, pour nos stars. Ça va avec le fait qu'on a pu responsabiliser les mecs du banc, c'est-à-dire un Pritchard qui joue plus de 20 minutes. Mais c'est autant de minutes qu'on n'a pas donné à des Holiday, à des White. C'est-à-dire que moi je reprenais les stats, on a Tatum à 38 minutes. Et après, on a Holiday, White et Jaylen Brown à 34-35 minutes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est leurs minutes de saison régulière. Donc ça n'a pas forcé. Et après, t'as ton Porzingis Horford à 25 minutes et tes role-players à 22-17. Et limite, c'était très calibré. Et donc ça, du coup, c'est vrai que c'est un luxe sur un premier tour. 5 matchs, peu de minutes jouées par les stars. Ah, c'est une entrée dans la compétition qui est vraiment Idéal. C'est idéal, ouais, l'idéal. idéal pour la suite. Idéal pour la suite vraiment de ce point de vue. On pourra pas dire que, enfin, on a été plutôt verni par le tirage au sort qui aurait pu être catastrophique du fait des blessures en fait, on va dire. C'est ça, bien sûr. Après, moi, je sais que j'aime toujours affronter l'adversaire quand il est à pleine canne, parce que ça Oui. permet d'avoir une vraie idée aussi de ce qui se passe. Mais on sait aussi ce que vaut l'équipe. On a quand même un échantillon. On a quand même aussi une équipe là qui a vécu toute l'année, qui a performé contre des gros et tout. Mais c'est aussi bien, et on revient à cette histoire de sérieux. On en avait parlé un peu tous en off au trèfle, où c'est une série qui devait respirer la sérénité et voir à quel point on a été sérieux. Et c'est d'ailleurs Spo qui le dit sur sa conférence de presse lors du match 5 à la fin, où il dit on sent que dès le premier quart-temps Boston veut nous tuer, et c'est synonyme d'une équipe mature justement. Et en fait c'est vraiment ça qu'on venait chercher avec cette match-up décimée du 8, et pour le coup le contrat est rempli, point. Il y a vraiment c'est une très bonne chose sur tous les aspects. Avoir la blessure de Porzingis, qui est pour moi la plus grosse ombre au tableau, évidemment, mais pour tout le reste, c'est royal. C'est clair, c'est clair. La grande classe se posera. Hein. Il se Ouais, cache bah comme pas toujours, hein. des blessures. Effectivement, par contre, il a raison. Tous les premiers cartons de mémoire, tous les premiers cartons, on leur met des tartes. Hein. Game Ouais, 3, ouais. 4, 5, ça à chaque fois t'as 20 points d'écart à la mi-temps. Globalement, en fait, si les scores ils sont pas plus sévères, c'est que généralement au dernier carton, ils nous rattrapent de 10 points, on va dire à peu près. Hein. Mais je trouve Mais, que les premières mi-temps coachées par Joe ont toujours été plutôt correctes, hein. En général, j'ai plus ouais. peur souvent du retour des vestiaires que les entames de match, hein. Je nous trouve assez sérieux là-dessus. Bah nous, je pense que c'est quand même une bonne chose. C'est Ouais, vraiment ouais. une. T'avais d'autres trucs très positifs ou on passe justement sur le négatif où tu parlais de la blessure de Porzingis? Un petit hommage à Derrick White quand même, qui est à mon Ouais, avis on le fera dans les joueurs, eh ben on le fera dans les joueurs alors. tu Donc on vois. peut attaquer sur la blessure de Porzi. Ouais, la blessure de Porzi au game 4. C'est Ouais, ça. game 4. Donc apparemment, donc on n'est pas médecin ni l'un ni l'autre, hein, je dis pas de Non, bêtises. Donc c'est le mollet. Apparemment, c'est la même blessure que Giannis. c'est ça.
Donc clairement c'est du 15 jours 3 semaines, 15 jours 3 semaines, donc ça va nous amener, il sera pas là pour la demi-finale de conf a priori, sauf coup de chance, et on va le retrouver au mieux en finale de conf, si c'est Au pas. pire en octobre. Ouais. Oh, putain, ouais, d'accord, ah tu m'as eu là. Donc ça, Mais pour le coup, bah ça clairement c'est une mauvaise nouvelle déjà dans la récurrence. Parce que bon, jusqu'ici il avait été épargné dans l'ensemble sur la saison, tout ça. Là, ça arrive pas au bon moment, et je trouve que c'est un des seuls joueurs où en plus il y a eu un match sans. Donc ça aurait été bien qu'il puisse se rattraper et se continuer à fondre dans le mood du groupe un peu. Et pour le coup, le pauvre il va pas pouvoir en bénéficier. Donc un, c'est de l'absence, et deux, c'est toujours la question de quand tu reviens dans des joutes aussi intenses que les playoffs, bah comment tu reviens. Donc c'est à voir. Il a un jeu s'il le souhaite, en tout cas offensivement, qui est pas si énergivore que ça. Par contre défensivement, va falloir quand même qu'il soit apte à revenir de façon très très bonne, parce que sinon il va être ciblé régulièrement, et c'est le genre de joueur que s'il est ciblé en défense et qu'il peut pas donner le change en attaque, ça devient très compliqué. Donc vraiment moi c'est mon interrogation principale sur la suite de ces playoffs si ça se passe correctement au deuxième tour. C'est de tu reviens, c'est bien, mais comment tu reviens? c'est ça, c'est ça. J'ai digressé un tout petit peu, mais c'est aussi la partie de risque avec les joueurs injury prone. C'est-à-dire qu'en fait, ça me fait penser à ça parce que quand on a fait le transfert, il y avait ce côté blessure de Porzingis et tout, et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Les joueurs injury prone, du coup, tu es obligé de jouer en plus de l'adversité avec un facteur chance de dire ah il faut que le mec tienne pendant 2 mois pendant les playoffs. Et, et tu vois, quand on a des équipes du genre, il y a eu les Suns là qui ont été beaucoup blessés, donc qui ont jamais trouvé un rythme de croisière parce qu'ils étaient jamais les trois stars ensemble, sachant que ces trois stars là sont dans une période de leur carrière où elles sont plutôt injury prone. Et ben en fait, ça fait partie vraiment des aléas. Et en fait, tu sais qu'avec ces joueurs-là qui sont régulièrement blessés, et ben t'as un pourcentage de chance plus important ben, de pas les avoir au bon moment ou de pas pouvoir mettre des choses en place et tout. Et du coup, en fait, finalement, c'est pas tant une fatalité que ça. En fait, c'est vraiment, c'est limite, on savait que ça pouvait arriver. En fait, Oui, bien c'est sûr. assez terrible. Et bon, allez, j'ai digressé un peu sur même la construction même d'un effectif. En fait, c'est dire ben ouais, si j'ai 2 joueurs parmi mes 5 ou 6 meilleurs qui sont régulièrement pétés, il faudrait presque que je considère que j'ai une chance non négligeable d'en avoir un qui est pas là ben, quand ça compte en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça que Brad Stevens a été élu Manager of the Year. C'est parce que justement, je pense que c'est aussi prévu dans le sens où bah tu vois qu'Al Horford fait bien le boulot sur le remplacement. Tu vois qu'un Luke Cornett, bah il est rentré, il a fait ses minutes. T'as encore Tillman qui est au frigo. Donc je pense malgré tout que je pense plus sur le match-up d'Orlando où ça pourrait passer. Cavs, tu peux peut-être avoir d'autres ennuis, mais enfin en amener aussi quelques-uns. Donc je pense malgré tout qu'on reste armé pour cette demi-finale de conf, hein, même à l'intérieur. Oui, alors oui, ça ne compromet pas grandement nos chances d'aller jusqu'en finale de conférence, par exemple. Mais ça Euh, reste un caillou dans la chaussure. c'est pénible, ça te fait perdre ça va, je pense, donner beaucoup de minutes à Orford. Ouais. À voir comment Cornet peut s'en sortir sur des minutes de playoff, on l'a jamais vraiment vu en fait, hein, je pense. Mm. Donc voilà, ça crée un peu plus d'incertitude. Après, quand je vois l'équipe qu'on a affrontée au premier tour, on va pas chouiner, on va pas se plaindre C'est d'éventuels ça. blessures parce que il y avait littéralement personne en face. D'autres points petits négatifs, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pas évident de trouver des points négatifs là Non, 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 dans l'ensemble, je suis plutôt content de ce que j'ai vu. J'ai un petit souci parce que tu vois, sur le match 2 on parlait, j'aimerais bien qu'on arrive quand même à garder notre avantage du terrain plus longtemps. C'est quand Ah même ouais. une chose qui arrivait de façon récurrente l'année dernière. Je crois que sur les 3 séries qu'on a fait l'année dernière, on les a tous perdus, nos avantages de terrain. Je suis quasi certain. T'as envie d'un 2-0 Donc quoi. ouais, j'aimerais bien une forteresse à la baraque. Je pense que en plus on est quand même réputé pour être une sacrée salle avec des sacrés supporters. Et du coup, je trouve que c'est bien. Cette année, on a été très sérieux en plus à la maison cette année en saison régulière. Et je trouve que ce serait bien quand même qu'on se mette pas des bâtons dans les roues. Dès là, en plus, on voit qu'on a quand même tendance à surréagir dans la fanbase. Et du coup, ça nous éviterait quand même quelques petits échanges Twitter houleux ou de se mettre à douter de façon bête. Alors que bon, normalement, chez toi, quand t'es Boston, first side
jusqu'à le plus tard possible, c'est 2-0 à la baraque pour commencer. Ce serait quand même bien qu'on puisse mettre notre empreinte encore plus fort. Non, surréagis pas. Un mois après le game 2, j'étais en train de faire chauffer la trade machine, hein, et rien. Exactement. Ça me fait beaucoup rire, ça me fait beaucoup rire. Mais effectivement, ouais, mais t'as raison, ceci dit, un 2-0, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vécu, en Ouais. fait. Enfin, l'année dernière, en fait, c'est sûr. En fait, ah non, l'année dernière contre Atlanta? Non, je crois pas. Ah non, C'est à vérifier, mais je crois que je m'étais fait la réflexion en me disant, mais quand est-ce qu'on va en gagner 2 à la maison et point barre, quoi. Parce que pour le coup, en plus, on a vraiment la force de frappe pour aller faire le boulot à l'extérieur sur un match. Oui. Et je trouve que c'est vraiment se mettre dans des conditions. Alors merci Captain Obvious, mener 2-0, c'est bien, mais pour le coup, ça fait longtemps que c'est pas arrivé et c'est quelque chose qui nous manque un peu, et c'est une habitude qu'on a pris en se disant presque, oh, mais on pourra gagner à l'extérieur et le récupérer. Ce serait bien qu'on fasse le boulot direct et comme ça après derrière, encore une fois, se rendre les choses faciles. Un Boston à 2-0 qui arrive détendu à l'extérieur. Ouais, attention danger. Danger. 3 points qu'on prend, donc une équipe pas trop sous tension et tout, ça peut vite faire tomber la pluie ouais, à l'extérieur. Hein. Franchement, on doit pas être bon à prendre. On en parlait tout à l'heure dans les petits points négatifs, tu en parlais, on était content de l'apport de Tatum sur tous les aspects du jeu, voire même défensif d'ailleurs, on n'en a pas parlé, j'ai trouvé excellent en défense, mais comme toujours en fait. Comme toujours. Ouais, en fait, il est jamais pas bon en défense en fait dans les faits. Effectivement, son adresse 41,6% au tir, 29 à 3 points, 80 en lancer. La chose bien, c'est qu'il a été au lancer. Par contre, il en a pris 9, pas loin de 9 ou 10 par match, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, effectivement, contre les meilleures équipes, sur des matchs plus chauds, on aura besoin que ça rentre, hein, que ça rentre dedans, tout simplement. Alors comme je disais tout à l'heure, il a été beaucoup bien défendu par Adebayo. Donc si son rôle était de sortir Adebayo le plus loin possible de la raquette, c'était génial. Mais effectivement, on peut pas dire qu'il a survolé la série avec son adresse. Donc ça sera à surveiller quand même, parce qu'il faudrait pas qu'il nous fasse une campagne, même s'il est merveilleux dans tous les autres aspects du jeu, une campagne à 40% au tir et moins de 30 à 3 points, c'est quand même pas foufou, et ça te permettra pas d'aller au titre, ça c'est sûr, clairement. Ouais, et puis je trouve qu'en plus son nombre de lancers est un peu en trompe-l'œil, parce que je crois qu'il y a quand même plusieurs matchs où il se fait péter à 3 points, c'est-à-dire qu'il récupère 3 lancers d'affilée. Et en fait, on l'a vu ensemble sur les stats en off, il drive moins en plus. C'est-à-dire qu'il a quasiment 3 drives de moins qu'en saison régulière. Donc pour le coup, ça c'est pas ouf. Clairement, je trouve que c'est ce qui m'embête le plus. Pour moi, c'est le vrai point négatif, c'est cette baisse de drive. Surtout quand le pull-up rentre pas. C'est-à-dire qu'ils prennent 3 drives de moins quand il est à 45% sur son pull-up de la main gauche, de la main droite, sur une jambe, je m'en fous. Mais quand il en rentre pas une à l'extérieur, moi effectivement, faut y aller grand. Alors je sais que t'avais un client en face, mais il y a aussi une mise en situation et des ciblages qu'il faut faire pour essayer d'aller plus au cercle, hein, tout simplement. On le surveillera, mais vu que Miami est réputé pour être une des défenses les plus pénibles sur les orientations, sur ce qui te donne et ce qui te laisse prendre comme tir, éventuellement comme drive, si ça remonte contre les autres équipes, c'est aussi peut-être que juste Miami fait bien les choses et que lui il a pas forcé, qu'il a perdu très peu de ballons du coup, qu'il a joué hyper propre, au lieu de forcer dans un truc qui n'aurait pas marché ou qui serait allé dans les pièges tendus par Miami et Spoelstra. Donc faudra voir si vraiment finalement il a juste rien forcé et qu'il voulait jouer juste hyper propre et tout, c'est génial, parce que ça montre que le mec maîtrise son sujet et qu'il avait de la marge de manœuvre, mais ça peut être à surveiller quand même pour les séries d'après, parce qu'a priori que ça soit, nous on enregistre, on connaît pas encore notre adversaire, on sait pas si exactement. C'est les Cavs ou le Magic qu'on va affronter. Si c'est les Cavs, je suis pas sûr que ça soit, ils ont 2 bons intérieurs, mais après en termes de créativité défensive ou même de personnel sur la ligne extérieure, ce sera pas une dinguerie. Et de l'autre côté, c'est plutôt le contraire, où on va avoir des super défenseurs un peu de partout. Donc à voir le profil de l'équipe qui va se présenter à nous sur la série d'après. Moi, mon dernier point négatif, c'est le 45%. C'est le 45%. Alors, sur un tout petit échantillon, hein, toutes les stats qu'on donne, forcément, les échantillons sont tout petits. Mais le 45% au lancer franc de Jaylen Brown. Alors, sur un tout petit échantillon, mais même moi, dans mon jardin, je suis à plus de 40%, 45% quand même. Et on l'avait dit dans notre bilan, Romain, quand même, que c'était un peu problématique. Moi, je l'avais dit que j'avais ressenti à 30%, mais finalement, c'est pas une blague. C'est ça, du accablant.
Faites du accablant. Et franchement, filez-moi le mail de JB Bickerstaff qu'il aille hacker JB pour voir l'autre JB pour voir si ça tient sur la ligne, parce que là, ouah, c'était dur, hein. Ouah, c'est dur visuellement. Alors effectivement, encore une fois, terrible. On est sur 3-4 lancers francs par match, mais mince quoi. 2 sur 4, 2 sur 5. Pouah, dur quoi, les 0 sur 2. Et franchement, on arrive dans un quatrième quart-temps. On est à égalité en finale de conf sur les Knicks. Mais Thibodeau, tous les jours, il va faire du Hacabran, hein. Ouais. Puis je vois pas la fin du match parce que je casse ma télé. Donc, et là, potentiellement, il va faire nous. Fais un effort, JB, parce que... Ah non, mais ça va être catastrophique, hein. C'est Darty qui va se régaler, hein, je te le dis. Ouais. Ça va être un peu compliqué, ça va être un peu compliqué. Donc je sais pas, à voir, mais waouh, là c'est le ressenti de la saison régulière qui donnait un pauvre 69 ou 70%, je me rappelle plus, qui était déjà pas fameux, on va dire. Voilà, c'est alors tout petit échantillon, on met plein de Oui, il y a plein de guillemets à faire, hein. Attention, c'est plus un running gag qu'autre chose, mais quand même. On est quoi sur un score Shaquille O'Neal-esque? Ouais. Qui était pas bon, Whiteside qui était pas éventuellement pas bon. Vous vouliez Drummond, bah voilà, vous avez laissé lancer franc. Ça y est, il est enfin là. Allez, on va passer à la partie d'après où on va essayer de présenter les petites perfs de certains joueurs. Et je vais te lancer directement sur, j'allais dire Derek fucking White parce qu'il nous régale et que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, ouais, clairement joueur de la série. Il y a du boulot défensif de fait sur les extérieurs, sur absolument toutes les phases de jeu, sur n'importe quelle tâche défensive, il est bon. Les aides, il est bon. Interception, il est bon. Défense sur l'homme, il est excellent. C'est un excellent contreur. Donc là-dessus, c'est vraiment impressionnant. Puis de l'autre côté du terrain, c'est juste, ça rentre. Il y a même des pull-ups 3 points avec une main dans la tronche qui rentre et tout. Donc là c'est un Derrick White de gala. Et je suis vraiment content parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Et pour le coup, c'est cool parce qu'il a vraiment l'air de s'éclater en plus. Quand tu le vois en conférence de presse et tout, enfin c'est vraiment l'impression qu'il laisse. Donc quand ça sourit comme ça, on profite et puis on se régale. Ça c'est clairement, ça fait partie des facteurs X qu'on peut avoir où effectivement tu peux te permettre d'avoir un JT où ça rentre pas, etc. Mais ces mecs-là ils font le boulot et quand tu leur demandes plus, ils peuvent faire plus. Donc bravo à lui. Et puis en espérant que ça va continuer, mais c'est un régal. Clairement c'est un régal. Je pense que c'est depuis 2 ans en train de devenir vraiment mon joueur préféré. Joueur préféré parce que toujours les bons choix, toujours la bonne défense. Là, les pourcentages sont exceptionnels. Il doit être le deuxième meilleur marqueur de l'équipe, hein, à 22 points, mais le mec, en fait, il met 57% de ses tirs, 45 à 3 points. Lui, il est lancé franc, il en prend très très peu, mais par contre, ils sont dedans. Et le mec a l'air tellement exceptionnel, tellement ça a l'air d'être un mec normal. Le mec il disait en conférence qu'en fait là où il était le meilleur c'est quand il se régalait, qui s'amusait, qui avait le sourire et tout. Génial. Franchement, il a vraiment le profil type du chouchou, hein. Enfin, je veux dire, sa façon d'être, sa façon de jouer, il a vraiment tout ce qu'il faut. Devant les matchs, moi je me dis mais toutes les fanbases elles mériteraient d'avoir un Derrick White quoi. Vraiment. Tu te dis très peu de lancers francs pour le coup parce qu'en fait il sent tellement bien le jeu, comme même au cercle il est rarement contesté. Tu le vois sur ses façons, notamment en transition, d'accélérer le jeu, c'est souvent très très bien senti. La plupart du temps il attaque des close-out qui sont mal faits, donc le mec il a un pas d'avance sur son vis-à-vis. Et effectivement en fait il se rend le jeu plutôt facile. Et c'est ça qui est agréable, c'est que typiquement on sent qu'il profite des décalages qui sont faits par les armes offensives chez nous. Et clairement le mec il s'engouffre dans toutes les brèches qui lui sont offertes. Donc à partir du moment où c'est un joueur intelligent qui en plus fait preuve d'opportunisme, effectivement tu vois des pourcentages qui sont excellents. Et en plus effectivement on fait pas beaucoup de fautes sur lui parce que à chaque fois il a tellement le dessus que la faute elle est inutile. C'est clair. Dans la dernière vidéo qu'Azad a postée là sur l'utilisation de Jrue Holiday comme un intérieur, en fait, il y a dans le montage il y a deux possessions d'affilée ou cut de White. C'est ça.
deux posters consécutifs. D'ailleurs, il y a des fautes. Hein. Enfin, justement, on dit qu'on siffle pas de fautes, parce que c'est pas non plus une star, donc il a Exactement, pas puis il le y a ça droit au aussi. super call. Il a pas le droit au super call, lui, mais bon, il va au poster, il se fait rentrer dedans, ça siffle pas. Mais ouais, comme tu dis, il y a du shoot à 3 points. On l'a beaucoup vu à 3 points en régulière. Bah là, il y a des cuts, il y a du jeu bien senti. Ouais, il y a un peu de tout. Hein. Vraiment, on a le droit d'en faire longtemps sur ce mec-là. Quand le trade avait été fait, moi j'avais discuté avec un ou deux supporters des Spurs qui à l'époque eux déjà me disaient mais les gars mais vous vous rendez pas compte tu vois c'était déjà le chouchou Hmm. et c'était pas le joueur que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que le mec vraiment a vraiment passé plusieurs crans de compétences, mais il avait déjà ce côté-là, donc tu vois même avec il était pas bon à 3 points à l'époque et tout. Vraiment un fan favorite, vraiment le joueur. En plus là pour le coup, il y a eu ce côté le match à 38 points où en plus c'est pas le match qu'on a le plus facile où c'est vraiment lui qui fait la diff en fait tout Ouais, simplement. c'est ça. C'est-à-dire que ça peut être clairement le facteur X d'un match, même à haut niveau, en playoff et tout. Donc à partir de là, tout prend du sens. Hein. On savait que moi, enfin, j'étais clairement très très content de le voir arriver des Spurs. On avait des questions sur son shoot, bon, qui sont résolues un peu depuis 2 ans là maintenant. Mais on savait qu'on avait un métamorphe et pour le coup, bah en plus si on lui rajoute je dis, il y a des pull-ups à 3 points la main dans la tête. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, vous pouvez fermer la boutique, il peut rien nous arriver, c'est pas possible. Il y a un truc qui est avec son shoot, c'est que ça dégaine très très vite. Ouais, tu sens que c'est en confiance. Ah Je ouais, suis ouais, fou, hein. Il y a pas de. la mécanique est hyper rapide et tout, et il a pas besoin d'être très grand ouvert pour que ça parte très vite. Alors j'imagine que ça se trouve la prochaine série, il va nous tourner à 25%, il va plus les prendre, on aura l'air malin. Ça reste de l'adresse, mais en tout cas il y a ce côté, ça part très vite, que ce soit en pull-up ou en catch and shoot, ça sanctionne très rapidement, donc c'est vraiment super sympa. Tu voulais nous parler de qui d'autre, tiens? Bah moi je alors Ford, comme d'habitude. Ok. Qui d'autre? Encore une fois, bah moi je trouve que bah digne d'Allerford, c'est-à-dire que le boulot qu'il y a à faire, il est fait. Je suis persuadé, et je l'ai dit toute l'année, que malgré son âge, et je trouve qu'on en fait beaucoup sur son âge, beaucoup plus que sur plein d'autres joueurs, il sera performant en playoff et en tout cas il sera présent. Et pour le coup, encore une fois, je l'ai trouvé très utile. Alors il y a forcément quelques limites en plus par rapport à d'habitude, mais dans la façon qu'il a de jouer, c'est toujours un bon poseur d'écran. Ça manque un petit peu forcément d'agression quand il post up, etc. Mais pour le reste, c'est toujours très très plaisant. Et puis tu sens qu'il y a des automatismes, c'est-à-dire que t'as pas quelqu'un qui arrive dans un nouveau rôle. Et ça c'est une très Mhm. bonne chose. C'est quelqu'un qui a connu le rôle qu'on va lui donner, qui connaît aussi le rôle qu'il aura si tout le monde est au complet. Donc clairement, il t'amène. Je pense que c'est un des meilleurs pivots enfin, c'est un des meilleurs seconds pivots qu'on puisse avoir là sur ces phases finales. Je trouve en termes enfin, vis-à-vis de ce qu'il t'apporte, c'est vraiment la grande classe. Le seul point d'interrogation qu'on va avoir, c'est que là, pendant, allez, on va dire 20 jours, j'en sais rien, hein, Hmm. entre 20 jours et un mois, ben, ça sera plus ton second pivot, ce sera ton premier pivot. Donc, à voir si ça peut tenir sur la protection du panier, où c'est quand même une de nos forces, une de nos marques de fabrique. Donc, on l'a en partie perdu avec Porzingis. Alors après, toutes les stats, tous les ratings sans Porzingis cette année, donc avec beaucoup d'Orford, sont excellents, voire même Oui, mieux. ils sont excellents parce qu'encore une fois, on parlait d'automatisme. Ouais. C'est-à-dire que bon, c'est quand même la première année. Alors l'année dernière, on avait commencé un peu le drop aussi, notamment avec lui, et c'était pas forcément folichon. Mais pour le reste, on est capable de switch all et sur des playoffs, on sait ô combien c'est important. Et t'as le personnel, c'est-à-dire que bon, Azad l'a montré, donc encore une fois, allez voir sa vidéo sur l'utilisation de Jrue, mais on est aussi capable d'avoir un Jrue qui maintient la baraque même si Horford est à l'extérieur. On a toutes ces possibilités-là, donc je pense que Horford seul, effectivement, il y a peut-être des limites, j'ai pas de souci là-dessus, mais quand tu le mets au sein du personnel qu'on a, je me dis que bah, le switch all peut être remis au goût du jour, surtout sur les futurs adversaires où bah, Orlando n'a pas de personne qui pull up à 3, donc tu peux aussi le faire, et sur même des pick and roll, on a vu que sur le dernier match notamment, il peut agresser le porteur plus haut le temps que le défenseur extérieur récupère son homme. Donc c'est vraiment quelqu'un qui puis il y a de l'expérience, il y a du QI basket. Donc je me fais pas trop de soucis. Je vois pas Horford être un point négatif. Peut-être qu'il aura ses limites et qu'il sera juste correct, ok, mais je le vois pas être un point négatif sur la prochaine série.
ou en attendant le retour de Porzi. Je pense qu'il faut qu'on. En plus là, on a les deux qui sont peut-être les plus positifs sur Horford de toute l'équipe. Ouais, Donc profitons-en. Profitons-en. exactement. On peut en faire des caisses en fait. Au pire des cas. Il est toujours monstrueux. Ça, en fait. Mais c'est vrai qu'on est très très haut tous les deux. Toi depuis des années. Moi c'est vrai qu'il m'a jamais déçu. Comme dit l'année dernière, on est les favoris pour aller en finale NBA. Donc bon, c'est ce qui s'est passé contre Miami, mais on reste sur une saison où alors Ford a été parfois en difficulté, où il était le seul pivot. Robert Williams C'est ne ça. joue pas l'année dernière, il joue 30 matchs, 20 minutes par match, et c'est un mec qui avait déjà plus de genoux, hein, genre, on va Ouais. pas, C'est son voilà. fantôme. Exactement. Donc dans les faits, le Horford l'année dernière, il s'est envoyé une saison titanesque en fait, mais ça a un peu passé sous les radars. Je trouve, c'était un peu on prenait pour acquis le fait que il était à ce niveau-là. C'était compliqué, mais on lui a demandé mais tellement à 36 ans, et il était dans l'équipe top 5 défense de la NBA. C'est ça. Donc on a été en 7 en finale de conf. Donc ce mec-là était ton pivot titulaire et il a joué beaucoup tout seul quoi. Donc oui, je me pas de grands soucis. J'espère qu'il sera pas tout seul et que Porzingis reviendra. Mais en attendant, clairement, comme Et tu dis, puis tout ça le va long de pas. l'année, il a été préservé en plus là. Pour le Ah, mais coup, là, non, oui, dans l'ensemble, voilà, il y a fin de saison 2022, donc il y a un an et demi, c'était le pivot qui avait joué le plus d'ISO à l'extérieur de oui, toute la NBA et de très loin devant. J'en avais parlé dans le podcast avec Guillaume du Basket Lab. Et du coup, c'est quand même quelqu'un qui a du coffre. Donc, j'ai là sur 2-3 semaines. Pour moi, je peux pas parler de problème majeur. C'est forcément un enjeu parce que bah, faudrait pas non plus que lui il se pète parce que là, par contre, ça devient très très problématique. Mais sinon, le reste, je t'ai dit entre le personnel autour, les automatismes, plus pour le coup, je trouve Matsula plus ingénieux défensivement qu'offensivement. Je me dis qu'on va quand même arriver à faire quelque chose, quoi. complètement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité encore? On a parlé du banc, on a parlé de Tatum, White, Horford, c'est pas mal. Un peu de Jrue Holiday, mais pas grand-chose à dire. Jalen Brown, sa série? Bah écoute, Jalen Brown, sa série, hormis des turnovers récurrents et son pourcentage à 3 points Ah, au bon, lancer franc qui est vraiment rigolo, parce que pour le coup on peut pas dire inquiétant sur le volume que t'as dit, mais c'est plus rigolo qu'autre chose. Je trouve qu'il a vraiment profité des mismatchs. Ça a été très très bien fait, notamment sur les entames de match. On sent que c'est quelqu'un vraiment qu'à partir du moment où il a des consignes au début, c'est quelqu'un qui est capable après de se perdre dans le flow d'un match en fonction de comment il s'emballe, etc. c'est terrible. Tu vois, tu sens qu'au bout de 15-20 minutes, il y a les fils qui se touchent un peu, Il y a tu le sens. moteur qui chauffe, quoi. Ouais, ça sent la crise d'épilepsie. Mais avant ça, en général, tu sens que quand il se tient au plan de jeu, ah, c'est quand même fort, quoi. Je veux dire, Hero, il en a fait de la bouillie sur toutes les ISO qu'il a trouvées. Ouais. Il l'a pulvérisé à chaque fois et c'est très bien. C'est quelque chose que j'attendais vraiment de sa part et qu'il faudra continuer à faire parce que pour le coup, notamment contre les Cavs, il y aura encore des défenseurs qui sont petits, soit bons défenseurs mais petits, soit mauvais défenseurs et petits aussi. Donc pour le coup, il faudra en profiter à mort. Bon, contre Orlando, ce sera un petit peu différent, mais pour le coup, j'aime bien en tout cas le voir à ce niveau-là minimum. Donc c'est bien qu'il l'ait fait. Encore une fois, un petit peu à la JT, il a pas surrenchéri sur le truc. Voilà, c'est pas les plus grands JT et JB qu'on ait vus, mais c'est très convenable et c'est bien pour la suite, je trouve. Je pense que je vais finir un peu là-dessus, mais je pense que c'est des Jays assez matures. Ouais, Ça a vraiment. pensé costaud. Encore une fois, c'est Spo qui a le dernier mot là-dessus, hein, qui disait que, bah pour le coup, effectivement, cette équipe des Celtics, elle sentait la maturité. Donc bah on va croire en Spo, hein. Et puis on va voir la suite. Mais je préfère me rassurer en me disant que c'est ça. Et puis encore une fois, qui vivra verra. Mais ouais, c'est plutôt encourageant, je trouve. Nickel, nickel. On a fait le tour, à ton avis? Ouais, dans l'ensemble, oui, oui, je pense que le tour est fait. Bravo et bonnes vacances au hit malgré tout, parce que c'est quand même jamais agréable, notamment pour les fans, de se prendre l'avalanche de blessures là qu'ils ont eu sur des playoffs ou quoi. Après, bah pour le reste, nous on continue la route et puis j'espère qu'on va continuer à kiffer ces séries de playoffs. Il y a quand même en plus plusieurs autres séries qui sont super agréables à voir. Je trouve les playoffs dans l'ensemble de qualité, hein, pour le coup.
Il y a quand même des bonnes perfs et des bons matchs. Hein. Il y a une grosse série Clippers-Dallas. Il y a aussi les Knicks contre Philly. Puis en plus Philly perd, alors c'est merveilleux. Donc du coup, non, c'est cool. Je trouve que les playoffs sont plutôt cool. Hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Ouais. Bon après moi je regardais essentiellement Boston, mais j'ai vu des cartons par-ci par-là. La série de New York et Philly, je me suis fait pas mal de fins de match. C'était assez cool. Pas forcément sur le niveau de jeu d'ailleurs, mais sur... Ouais, mais c'est des matchs de playoff avec de l'intensité, Ouais. avec des scénarios. Et puis il y a des fois, en plus, moi je sais que quand c'est pas que mon équipe, j'aime bien aussi me laisser aller au palpitant, quoi, tu vois, où c'est que le cœur qui parle, il y a plus d'analyse, il y a plus rien, tu bois ta bière, tu sautes sur ton canapé quand il y a des trucs de fou. Et pour le coup, je trouve que pour l'instant ça nous le donne, donc c'est assez plaisant. Complètement. Ben c'est nickel. Et ben écoute, je te remercie pour cet épisode. Je pense Merci à que toi. toute l'équipe du trèfle, c'est pas je pense, il va y avoir une preview qui va sortir. Bon déjà il va falloir connaître l'adversaire. Donc cette nuit, Exactement. il doit y avoir le match 6 entre les Cavs et le Magic. Donc après à voir, ça va sortir alors s'il y a un match 7, ça il sera dimanche. Donc dans le pire des cas, la preview de la demi-finale de conf, elle sortira lundi ou mardi, je pense. Donc voilà, je te remercie Robin, bonne soirée, Merci à toi. à bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao. Merci. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.